Dans l'affaire qui va suivre, vous allez découvrir le destin tragique d'Hakim, un jeune homme de 31 ans, tué dans d'affreuses circonstances au Pradais. Un meurtre barbare qui a hanté toute une commune durant les fêtes de Noël 2016. Il y a eu un coup qui a été porté au crâne par un objet contondant. Ça peut être une batte de baseball, ça peut être un marteau, ça peut être un morceau de bois. Quelles que soient les causes du décès, ce corps a été découpé. On ne sait pas si c'est post-mortem ou avant. En tout cas, c'est une scène de crime qui parle d'une extrême violence. Nous sommes au Pradais, dans le département du Var. Bordée par la mer Méditerranée, cette commune de 11 000 habitants renferme une faune et une flore extraordinaires. C'est une petite ville balnéaire de l'agglomération toulonnaise, très touristique, notamment de beaux massifs forestiers donnant sur la mer et de très belles plages. C'est une commune qui est plutôt prisée en période estivale pour ses plages, son port de plaisance et son environnement. Ville plutôt calme au premier abord. Pourtant, à l'hiver 2016, pendant les fêtes de fin d'année, la cité paradisiaque va être l'objet d'un terrible fait divers. Le 26 décembre, vers 18 h, un automobiliste aperçoit de la fumée en bordure de route dans le massif de la Colle Noire. L'homme décide alors d'intervenir. Il s'arrête, prend au départ une branche pour essayer d'éteindre le feu et il s'aperçoit que cet incendie s'avère être une valise en feu. Et finalement, en essayant de déplacer la valise, il aperçoit 2 jambes humaines. Pris de panique, l'automobiliste contacte immédiatement les services de secours. Alors que s'est-il passé au lendemain de Noël? À qui sont ces jambes retrouvées dans la valise? Et pourquoi une telle mise en scène? Suite à cette macabre découverte, les policiers et les pompiers du Pradais investissent rapidement les lieux. Une fois l'incendie maîtrisé, les enquêteurs procèdent aux premières constatations. Ils verront une valise dont la porte est ouverte avec le tronc d'un corps humain posé dans la valise et à l'extérieur le bassin et la partie basse des jambes qui semblent avoir été coupées au niveau des genoux. Et ce que les policiers voient assez immédiatement, c'est qu'il a un énorme fracas, ce qu'on appelle le fracas au niveau du crâne, en région temporelle. Et il y a un couteau planté dans les viscères de la victime, et c'est un couteau effectivement qui sera placé sous scellé. Juste à côté du corps calciné, on retrouve une scie, mais ce n'est pas tout. Il y a une carte bleue qui est à moitié brûlée, il y a un trousseau de clés, il y a pas mal de vêtements, des serviettes éponges, un peignoir, des choses comme ça. Les traces de pneus qui sont à proximité de cette valise, et on supposera assez rapidement que ces traces appartiennent au véhicule qui a servi nécessairement au transport et possiblement au dépôt du corps. En raison de l'état du corps et en l'absence de papier d'identité, les policiers ne sont pas en mesure de mettre un nom sur la victime. Mais selon les experts, il s'agirait d'un homme. Quelles que soient les causes du décès, ce corps a été découpé. On ne sait pas si c'est post-mortem ou avant. En tout cas, c'est une scène de crime qui parle d'une extrême violence. Diffusée dans la presse, la nouvelle se répand comme une traînée de poudre dans toute la région. On était au lendemain de Noël, on est au lendemain d'une fête religieuse où les gens sont plutôt en paix. Et on retrouve ce cadavre. Ça a assez traumatisé la population locale. Personne n'a compris ce qui a pu se passer. Et tout le monde est resté totalement choqué que des faits pareils aient pu se dérouler. Enfin, c'était particulièrement difficile.
Face à la gravité de la situation, l'enquête est confiée à la PJ de Toulon. Et le 28 décembre 2016, 2 jours après la découverte du corps, une autopsie est pratiquée. On va apprendre que cet homme, que c'est un homme jeune, qu'il est mort de traumatisme crânien encéphalique important. À ce moment-là, on parle d'un gros impact à l'arrière du crâne. Il y a eu un coup qui a été porté au crâne par un objet contondant. Alors, un objet contondant, c'est un objet qui permet de porter des coups. Ça peut être une batte de baseball, ça peut être un marteau, ça peut être un morceau de bois. La mort du jeune homme remonte au 26 décembre, mais il est impossible d'établir l'heure exacte en raison de l'état de la dépouille. Si le mystère demeure quant à l'arme du crime, les enquêteurs s'intéressent à la scie retrouvée sur place. Ils diront qu'elle a pu servir à la découpe du corps. Ça semble correspondre à la manière dont le corps a été découpé, sans être catégorique parce qu'elle n'a pas laissé assez d'empreintes. Les résultats de l'autopsie révèlent que la victime est décédée avant que son corps ne soit mutilé et brûlé. Puisque le médecin expert conclura à une absence de suie dans les voies respiratoires. Et c'est un incendie qui a duré une vingtaine de minutes, on pense. Et après, les expertises vont amener la certitude qu'il y avait eu de l'essence ou un produit qui avait permis d'alimenter ce feu. Donc ça va très très vite. Le 29 décembre 2016, une information judiciaire est ouverte pour assassinat et recel de cadavres. L'identité de la victime va finalement être révélée grâce à l'expertise de la carte bleue, en partie brûlée. On a un morceau de numéro et cette carte bleue va être envoyée par réquisition. Il va y avoir une réquisition qui va être faite au GIE des cartes bancaires et qui vont nous répondre en nous disant que cette carte correspond à Hakim. Un jeune homme de 31 ans, défavorablement connu des services de police. Hakim a été impliqué dans une dizaine de procédures pénales devant le tribunal correctionnel de Toulon. C'est un délinquant moyen, c'est quelqu'un qui a un casier judiciaire, mais sur le casier judiciaire, on a des petites erreurs de jeunesse, on va dire, plus des recels, des vols, un casier de petits voyous, on va dire. Hakim, c'est pas un jeune homme irréprochable, il a eu ses difficultés, ses travers comme tout le monde. Il a commis quelques infractions qui lui ont valu quelques condamnations judiciaires. Il a été incarcéré qu'à une seule reprise d'ailleurs. Mais depuis cette dernière condamnation remontant à 2013, le trentenaire se tenait tranquille et semblait s'être réinséré. Alors qu'est-il arrivé à Hakim? Le jeune homme aurait-il replongé dans la délinquance? Et que vont découvrir les enquêteurs à son sujet? L'identité de la victime étant désormais connue, les policiers toulonnais ont la lourde tâche de prévenir les proches d'Hakim. Ça a été la sidération parce qu'il était effectivement apprécié de tous pour sa bonhomie et sa gentillesse. Personne ne peut imaginer ni quantifier la douleur d'une fratrie, d'une mère, d'une sœur à qui l'on vient d'apprendre que son frère, son fils est décédé, et surtout dans ces circonstances. Afin de comprendre tous les rouages de cette sombre affaire, les hommes de la PJ réalisent une enquête de personnalité sur leurs victimes. Hakim est né en Algérie et sa mère Yamina l'a adopté. C'est une fratrie de 6 enfants. Hakim et une autre sœur ont été adoptés. Hakim grandit dans le Var, aux côtés d'une famille aimante. Avec les années, il s'intéresse au sport et fait de plus en plus attention à son apparence physique.
C'était un homme plutôt coquet qui prenait soin de lui, un garçon qui aimait la danse. Il avait finalement une affection pour la danse hip-hop qu'il avait pratiquée depuis un certain nombre de temps. Et de l'avis de tous, il était plutôt apprécié de son entourage. Après avoir auditionné les proches de la victime et passé ses relevés téléphoniques au peigne fin, il découvre qu'un certain Roger est à l'origine de cette vente. Roger parle à Hakim d'un véhicule qu'il peut avoir moyennant un prix défiant toute concurrence. Et donc régulièrement, entre le 8 décembre et le 26 décembre, le jour fatidique, ils sont en contact assez régulier. Hakim n'a que ça en tête et veut pouvoir acquérir ce véhicule comme le lui a proposé Roger. Hakim désire obtenir cette voiture de luxe à tel point qu'il fait même des cadeaux à la compagne de Roger. Une femme proche de la cinquantaine que nous appellerons Meryl. Hakim, on comprend que c'est son rêve. On dirait un enfant devant un sapin de Noël quand il parle de ce véhicule, Hakim, réellement. Hein. Et en parallèle, on voit que Hakim s'occupe beaucoup de Meryl et de sa fille, leur offre des vêtements, du maquillage, des sacs. Alors leur offre en disant je suis en affaire avec Roger, il me remboursera sur l'affaire qu'on doit faire. Voilà. Et il y a presque de manière implicite un compromis, un échange de bons procédés qui se crée entre Roger et Hakim. En enquêtant sur ces mystérieux cadeaux, les policiers toulonnais réalisent qu'Hakim n'a pas complètement tourné le dos à toutes ces magouilles. Hakim se livrait à un petit trafic, j'allais dire, un petit peu d'objets tombés du camion, qui revendait à des personnes. Alors on avait de la maroquinerie, on avait des vêtements, on avait des parfums, des choses comme ça, quoi. Le dernier message entre Hakim et Roger révèle qu'ils avaient prévu de se voir ce 26 décembre, en fin de matinée, au sujet du 4x4 de luxe. Effectivement, il devait y avoir rendez-vous ce jour-là avec le vendeur. C'est ce qui a transparaît au niveau des textos. Suite à ces découvertes, Roger devient le suspect numéro 1 dans cette affaire. D'autant plus que l'homme de 41 ans est lui aussi connu des services de police. C'est d'ailleurs derrière les barreaux qu'il aurait fait la connaissance d'Hakim. Il semble s'être reconnu en prison au moment où Hakim avait écopé d'une condamnation qui lui avait valu une incarcération en 2011. Hakim est incarcéré pour une peine d'emprisonnement de 6 mois. Roger était détenu provisoirement depuis 2010 à la prison de Toulon-la-Farlède. À ce moment-là, Roger était en détention provisoire pour des faits de viol. 9 mentions figurent à son casier judiciaire, notamment pour vol avec violence et port d'armes. Et contre toute attente, ces condamnations sont toujours d'actualité. C'est le coup de théâtre. Roger est incarcéré. Roger est incarcéré à la prison de Casabianda, en Corse, où sont incarcérés souvent les délinquants sexuels, parce que Roger a été condamné aux assises en 2012 pour des crimes sexuels intrafamiliaux, et donc il est en train de purger cette peine. Depuis 2011, Roger est donc enfermé dans cette prison corse. Comment alors aurait-il pu donner rendez-vous à Hakim ce 26 décembre 2016 ? Et là, on s'aperçoit que ce jour-là, il bénéficiait d'une permission de sortie de plusieurs jours pour les fêtes de Noël. Il est sorti de prison, il est venu à Toulon, et on sait que c'est Hakim qui lui a payé son billet de bateau pour rentrer. Fort de ces informations, les enquêteurs perquisitionnent, le 4 janvier 2017, le domicile de Roger et Meryl à la Valette du Var, à seulement 7 km du Pradet. Ils vont passer la maison au Blue Star, on va retrouver sur certains meubles des traces de sang, on va retrouver dans la salle de bain des traces de sang, on va retrouver dans les toilettes des traces de sang. Et puis ensuite, on va découvrir un couteau à manche orange à peu près similaire à celui qu'on a trouvé dans les viscères de la victime. On va s'apercevoir d'une chose qui est un petit peu étonnante, c'est qu'il n'y a pas du tout de linge de maison, ou très peu de linge de maison. Alors le couple est-il impliqué dans le meurtre d'Hakim ?
Comment une vente de voiture a-t-elle pu basculer dans un crime aussi barbare? Et que vont révéler Roger et Meryl lors de leurs auditions? Avant de les entendre sous le régime de la garde à vue, les enquêteurs toulonnais veulent en savoir un peu plus sur les deux suspects. À commencer par Roger. Il est issu de la communauté des gens du voyage. C'est une famille de nombreux enfants. Je crois qu'il y a 9 enfants ou 10 enfants de tête, dont certains sont décédés. Il a eu des activités professionnelles, mais un petit peu en dents de scie. Il a eu des périodes d'incarcération. Il a fait beaucoup de choses. Il a travaillé dans le sport. Il a travaillé, je crois, dans la mécanique également. Très sportif, le quadragénaire a longtemps pratiqué la boxe anglaise et se fait même appeler le coach par ses codétenus. Un très bel homme, grand, athlétique, qui a toujours fait énormément de sport, que ce soit hors détention ou en prison, et qui aime prendre soin de lui, c'est avéré, qui a effectivement un physique qu'on remarque, un physique hors norme. Ouais. Un peu à la Bruce Willis, un peu un sportif à la Bruce Willis, très musclé, très fort, un côté séducteur, un homme très sûr de lui, qui en imposait. Père d'une jeune fille, Roger a déjà été marié 2 fois, avant de rencontrer Meryl, alors qu'il est incarcéré. Alors Meryl, c'est une dame qui est rangée, on va dire. Et c'est une dame qui aime faire plaisir, rendre service. C'est une femme qui est plus âgée que Roger, qui a un emploi, elle, par contre, parfaitement stable, dans une administration, qui est parfaitement insérée, qui vit dans un joli petit appartement à La Valette et qui va tomber amoureuse d'un homme qui est détenu. Hein. C'est à l'occasion d'un parloir que Meryl et Roger font connaissance en 2014. Très vite, ils vont nouer une relation, ils vont discuter des heures. Et lui, il va la conseiller, il va l'écouter. Ils vont être assez fusionnels et il va y avoir de réels échanges et une réelle écoute. Et je pense qu'ils s'aiment réellement, quoi, qu'ils s'aiment fort. Pendant 2 ans, Meryl enchaîne les allers-retours en prison, tout en préparant la réinsertion de Roger. Meryl va beaucoup se mobiliser pour lui trouver un emploi, une activité. Tout était en train de se mettre en place, en fait, fin 2016, quand il a cette permission de sortie, pour qu'il obtienne rapidement une libération conditionnelle avec un emploi à la clé. Le 4 janvier 2017, une semaine après le meurtre d'Hakim, Meryl est placée en garde à vue à Toulon. La jeune femme déclare mal connaître la victime. Elle ne l'aurait rencontré qu'à quelques reprises, au mois de décembre, dans l'unique but d'obtenir des produits cosmétiques. Elle et Roger avaient rendez-vous avec Hakim le jour des faits, donc le 26 décembre, qui sont allés le chercher chez lui après sa séance de sport. Et elle a rapidement quitté les 2 hommes puisqu'elle devait aller à la morgue avec sa fille, son papa étant décédé récemment. Et donc elle les a laissés et il devait aller à la maison chez elle faire quelques menus travaux. Et elle dira que Roger lui a expliqué qu'il avait eu un problème avec la machine à laver, qu'Hakim et lui avaient dû déplacer la machine à laver et qu'au moment de déplacer la machine, Hakim aurait cassé le tuyau d'évacuation et ça aurait occasionné une inondation dans la pièce. C'est au téléphone que Roger lui aurait expliqué avoir utilisé son peignoir et les serviettes de la salle de bain pour éponger l'eau. Confronté en garde à vue aux photos des éléments découverts sur la scène de crime, Meryl fait une incroyable révélation. La valise, les serviettes, ainsi que le peignoir proviennent bien de son appartement. Elle s'effondrera devant les services de police en disant possiblement qu'il y a eu un problème et que manifestement Roger semble lui mentir sur la version qu'il lui a livrée. Et elle va fondre en larmes parce qu'elle va présupposer qu'il s'est passé quelque chose de très grave. À la surprise des policiers toulonnais, Meryl va même aller plus loin
en évoquant un possible scénario criminel. Elle va dire c'est peut-être qu'il y a eu une bagarre ou peut-être qu'on a manqué de respect à Roger. Roger est extrait du centre pénitentiaire de Casabianda, en Corse, pour être placé en garde à vue à Bastia. Il avoue alors avoir vu Hakim le 26 décembre, mais pour un tout autre motif que la vente du 4x4. Il dira que Hakim devait l'aider à réaménager son appartement ou à en changer la disposition des meubles. Comme avec sa compagne, les enquêteurs lui présentent les photos des objets retrouvés sur la scène du crime. Il s'absoudra de toute responsabilité en disant que la présence du peignoir et des serviettes était due à l'inondation qui avait été occasionnée par Hakim qui aurait déplacé la machine à laver au domicile. Dira, moi j'étais avec Hakim, on a tout nettoyé, on a mis la serviette, le peignoir et j'en ai profité pour jeter des choses qui m'apparaissaient inutiles dans mon domicile. Selon le suspect, Hakim aurait ensuite quitté l'appartement en emportant avec lui les serviettes et le peignoir dans une valise. Mais une fois dehors, il aurait croisé une personne qu'il connaissait. Il serait allé le saluer et serait parti curieusement dans le véhicule de cette personne-là. Il va se contenter de dire qu'effectivement, il a vu Hakim ce jour-là, mais que quand ils se sont séparés, Hakim allait très bien. Concernant les traces de sang retrouvées à son domicile, le quadragénaire a là encore une réponse toute trouvée. Le fait qu'Hakim s'est blessé en dépassant la machine à laver, il s'est blessé au doigt, s'est coupé le doigt et donc il a essuyé son sang avec les serviettes et le peignoir qui a été retrouvé immaculé de sang sur la scène de crime. Malgré ces explications, Roger est mis en examen du chef d'assassinat en récidive et recel de cadavres le 7 janvier 2017. Meryl, quant à elle, n'est pas inquiété. Alors Roger a-t-il menti aux enquêteurs? Est-il le meurtrier d'Hakim? Et pour quelle raison l'aurait-il tué de la sorte? En analysant le bornage des téléphones d'Hakim et de Roger, les policiers découvrent que les deux hommes étaient bien présents au domicile de l'accusé entre 11h08 et 12h26 le 26 décembre. Ce qui est avéré, c'est que le téléphone d'Hakim va cesser d'émettre environ à 12h30. Et selon Roger, Hakim était ensuite en compagnie du mystérieux conducteur venu le récupérer en fin de matinée. Les policiers vont chercher, vont regarder les caméras de surveillance de la ville et on ne retrouvera jamais aucune trace de ce véhicule. Depuis sa cellule, le prévenu accède au dossier d'instruction, 3 mois après la découverte du corps. On va lui envoyer en détention parce que c'est la procédure, les résultats de l'autopsie, mais uniquement les conclusions, pas le reste. Et le 15 mars 2017, Roger écrit un courrier au magistrat instructeur. Une lettre dans laquelle il change complètement sa version des faits. Il va reconnaître qu'Hakim est mort, ce qui n'était pas le cas jusque-là, tout en disant qu'il ne l'a pas tué, que c'est accidentel. Un mois plus tard, Roger est à nouveau interrogé. Face aux enquêteurs, il raconte que ce 26 décembre, Hakim et lui sont arrivés à son domicile de La Valette en coupant par le jardin boueux de la résidence. Une fois sur place, le jeune homme de 31 ans aurait retiré ses bottes et serait allé directement dans la salle de bain pour se nettoyer. Roger aurait continué à vaquer à ses occupations, aurait fait du café. Et Roger dira qu'il a entendu à ce moment-là
presque quelques secondes ou quelques dizaines de secondes après qu'Hakim soit rentré dans la salle de bain, un gros boom. L'accusé explique qu'il s'est alors précipité dans la salle de bain et a vu Hakim étendu au sol. D'emblée, il suppose que son ami s'est certainement cogné la tête contre le bac de douche. Après avoir constaté, dit-il, le décès d'Hakim sous ses yeux, sans pouvoir rien y faire, il dira que pris de panique en raison de sa situation judiciaire, il n'a pas voulu alerter les services de police. Il raconte ensuite avoir épongé le sang avec des serviettes et avoir demandé de l'aide à une connaissance pour se débarrasser du corps. Mais le quadragénaire refuse de dévoiler l'identité de son complice. Roger serait parti dans le balcon, une quinzaine de minutes, une vingtaine de minutes, et dans cet intervalle, le deuxième homme aurait finalement décidé de procéder à la découpe du corps pour le mettre dans le sac. Et donc Roger serait rentré, lui n'aurait rien vu et rien entendu, il serait revenu du balcon à son domicile, et la personne lui aurait avoué qu'il a dû se résoudre à découper le corps. C'est ce mystérieux complice qui aurait eu l'idée de placer le corps dépecé dans une valise. Roger aurait ensuite conduit jusqu'à un chemin du massif de la Colle Noire pour déposer la valise et y mettre le feu. Il a décidé de le mettre dans une valise et de le transporter parce que son épouse va revenir à un moment ou à un autre dans l'appartement. Afin de vérifier l'existence de ce potentiel complice, les enquêteurs interrogent l'entourage de l'accusé. Mais ni les auditions des proches, ni les investigations dans l'appartement ne permettent de conforter l'idée d'un deuxième homme. Cette piste est définitivement écartée. Roger n'a jamais voulu assumer le fait d'avoir dépecé ce corps et c'est un réflexe qui ne me surprend pas puisque cette ignominie elle est tellement difficile à assumer qu'on préfère inventer le mythe d'un deuxième homme pour ne pas avoir à s'expliquer sur l'atrocité qu'on vient de commettre. Suite à cette nouvelle version, Roger va être soumis à différentes expertises psychologiques. C'est pas quelqu'un de pervers, c'est pas quelqu'un qui a des troubles psychiatriques avérés de la personnalité, mais les experts dénotent une certaine froideur affective. Il avait été évoqué à ce moment-là un égocentrisme hypertrophié, un égocentrisme tellement exacerbé, c'est-à-dire que l'autre en face n'est qu'un objet, l'autre en face n'est que fétichisé, et en réalité l'autre n'existe pas. Et il confond sa personne avec l'autre. Et il ramène toujours tout à lui-même, en ne parlant que de lui. À ce moment de l'instruction, les enquêteurs sont persuadés que Roger ment. Et ils espèrent obtenir des réponses aux questions de la famille d'Hakim. Car près d'un an après le drame, le corps de la victime est toujours en observation, en raison de multiples examens médico-légaux. J'ai eu beaucoup de difficultés à finalement obtenir le permis d'inhumer et à obtenir le corps d'Hakim. Donc ça a été finalement une attente insupportable de la part de la famille et de la fratrie. Mais en septembre 2017, la mère d'Hakim décède avant de pouvoir enterrer son fils. Et la fratrie et la famille sont pas loin de penser qu'il y a un lien de cause et effet entre finalement la sidération de sa mère face à ce dont Hakim a été victime et la maladie qu'elle a contractée quelques mois plus tard. Alors Roger va-t-il maintenir cette dernière version? Hakim est-il décédé accidentellement ou a-t-il été assassiné? Et quel serait le mobile du suspect? À l'issue de la première salve d'audition, les enquêteurs de la PJ tentent d'établir le potentiel scénario du crime.
Ce qui apparaît le plus probable, c'est que Hakim est venu ce jour-là dans l'intention d'acquérir le véhicule de ses rêves et qu'il a dû faire une remarque à Roger parce que manifestement il n'y avait pas le rendez-vous espéré avec le vendeur et que ce jour-là, cette dispute a dû dégénérer. Je pense que le motif du crime est un motif crapuleux. Hakim, quelque part, a dû se sentir un petit peu trahi parce qu'il lui a fait confiance, il a donné à son épouse un certain nombre d'objets, il lui a fait crédit, on va dire. Afin de lever le voile sur toutes les zones d'ombre, Roger est réentendu par le magistrat instructeur le 19 décembre 2017. Mais l'homme de 42 ans reste sur sa position initiale. Roger dit moi, j'avais aucune raison de l'arnaquer puisque de toute façon il n'avait pas l'argent pour acheter ce véhicule. Donc, et puis c'était mon ami. 2 ans après la mort d'Hakim, les enquêteurs prennent connaissance des résultats de l'analyse lésionnelle, destinée à affiner les résultats de l'autopsie. Elle identifie sur le crâne d'Hakim 2 voire 3 fractures. Une fracture en région temporale droite, pour le dire plus trivialement sur la tempe droite, une fracture bien identifiée sur la région occipitale, c'est-à-dire en haut de la nuque, et une 3e fracture qui se situe entre les deux sur le côté droit. Des conclusions qui ne collent pas avec la version de Roger. L'étau va se resserrer encore plus sur lui lorsque les experts confirment l'utilisation d'une scie pour découper le corps. Il faut être très athlétique, puis il faut être costaud, quoi. Parce que cette scie-là n'est pas adaptée à la chair, aux os, enfin, sans rentrer dans des détails un peu scabreux. Suite à ces dernières expertises, Roger est à nouveau interrogé par le juge d'instruction le 20 septembre 2018. Et une fois encore, il ajuste sa version. Hakim, effectivement, a dû chuter pour la première fois et c'est l'impact à l'arrière du crâne, qu'il râle et qu'effectivement, il va avoir un mouvement de sursaut avec ses bras, se soulever et retomber à nouveau, ce qui, d'après lui, expliquerait le second impact. Il a des déclarations changeantes puisqu'il dira à un moment ne pas trop l'avoir touché et puis il dira dans un second temps avoir pris Hakim et l'avoir posé sur la paroi de la douche. Dans l'espoir de pousser le suspect dans ses retranchements, le magistrat instructeur organise une reconstitution au domicile de Meryl et Roger, en présence de l'accusé. Et on va s'apercevoir assez rapidement que l'angle de la douche, c'est un angle rond. Ce n'est pas un angle aigu qui aurait pu causer plus de dégâts. Là, on est vraiment sur un angle arrondi et l'experte va être formelle. Aucun des dégâts qu'elle a constatés sur le crâne de Hakim ne correspond à la version que soutient Roger. Mais le quadragénaire nie l'évidence et soutient toujours la thèse de l'accident. On a quand même suffisamment d'éléments qui prouvent que c'est la dernière personne qu'il a vue, que Hakim avait rendez-vous avec lui ce jour-là. On a le sang, on a pas mal de preuves matérielles, on a l'expertise lésionnelle. Voilà, on a suffisamment d'éléments à lui reprocher pour pouvoir le traduire devant la cour d'assises. Le 26 février 2019, plus de 2 ans après la mort violente d'Hakim, l'information judiciaire est clôturée. Roger est renvoyé devant la cour d'assises du Var pour homicide volontaire. On considère qu'il n'y a pas eu de préméditation, mais que c'est un meurtre. Ce qui sert la thèse de Roger à ce moment-là, c'est qu'il n'a aucune raison de tuer Hakim, aucune, au contraire. Roger a été soulagé qu'on ne retienne pas la préméditation. C'est vraiment quelque chose à laquelle il tenait. Il ne voulait pas qu'on dise de lui qu'il avait prémédité le meurtre de son ami. Alors Roger fera-t-il enfin des révélations lors de son procès? Comment se passera la confrontation avec les proches de la victime? Et les débats permettront-ils de faire
toute la lumière sur ce drame. Le 7 juillet 2020, le procès de Roger s'ouvre devant les assises du Var, à Draguignan. Près de 4 ans après la mort d'Hakim, ses proches espèrent de sincères explications de l'homme de 45 ans. C'est toujours des procès lourds quand il y a des vies humaines en jeu ou qui ont été perdues. Là particulièrement parce que la maman de la victime elle-même n'est plus là, il restait que des membres de la famille un peu plus éloignés. La famille d'Hakim, elle était suspendue à la tenue de cette audience en espérant qu'une vérité elle puisse éclore et être dite sans équivoque. Mais l'accusé, qui arrive menottes au poignet, maintient sa version des faits et assure qu'il n'est en rien responsable du décès de son ami. Roger était imperturbable, comme d'habitude. Très renfermé en lui-même. C'est un animal à sang-froid, je l'ai dit dans mes réquisitions. Après avoir passé en revue la personnalité de Roger, ainsi que son parcours délictueux, les magistrats s'interrogent sur le mobile du crime. Mais l'accusé reste stoïque. Il se défend parce que sa thèse est toujours restée la même. J'avais pas de raison de le tuer, c'était mon ami, et ça s'est passé comme je vous le dis, c'est accidentel. Et le découpage, c'est pas moi. Aucun proche du quadragénaire n'est présent pour assister au procès. Seule sa femme, Meryl, vient comparaître comme témoin à la barre. Elle soutient à distance son mari. Elle dira moi pour l'instant j'ignore ce qui a pu se passer. Et donc je m'en remets à la justice. Si la justice dit que mon mari est coupable, j'en tirerai les conséquences. Accusé de meurtre, Roger encourt une peine de 30 ans de réclusion criminelle. Mais comme il est en récidive par rapport aux derniers faits pour lesquels il a été condamné pour viol et agression sexuelle, la récidive permet d'aller jusqu'à la perpétuité. Après 3 jours de procès, la cour d'assises du Var rend son verdict. Roger écope de 25 ans de réclusion criminelle, peine cumulable à sa précédente condamnation pour viol et agression sexuelle. Il ne fait pas appel. Il a accepté parce qu'il ne faut pas se voiler la face, les enjeux d'un procès en appel. Quand on entend requérir perpétuité avec une peine de sûreté, il n'y a aucune raison qu'en appel, cette peine ne soit pas requise. Donc prendre le risque de perdre toute une vie, ça ne me paraissait pas cohérent. Roger sort de la salle sans la moindre expression, ni le moindre mot à l'égard des parties civiles. Ces dernières auraient souhaité une sanction plus sévère. Le procès ne les a pas apaisés au sens où l'audience n'a pas permis qu'une vérité apparaisse au dossier sans ambiguïté. Mais je pense que la sanction a permis de clore un cycle et de passer à autre chose. Aujourd'hui, au Pradet, les proches d'Hakim ignorent toujours les circonstances exactes de son meurtre. Décédée durant l'instruction, la mère de la victime n'a pas pu assister au dernier acte de cette sombre affaire. Son avocat a tout de même tenu à respecter ses dernières volontés. Elle voulait absolument que son fils soit inhumé à ses côtés. C'est chose faite après coup, même si ça ne s'est pas ordonné dans l'ordre qu'elle souhaitait. Mais nous avons tout fait pour obtenir le corps le plus rapidement possible. Et il est enterré aux côtés de sa mère. Et je crois que c'est la meilleure chose que je devais à la mère d'Hakim.